Bonsoir à tous. Quelque chose que j'aime bien dire, c'est que la science, c'est l'art de donner des réponses compliquées à des questions stupides. Exemple, si je vous demande de comment vous faites pour utiliser votre bras et pour saisir un objet sur la table. Ça paraît une évidence, vous allez me montrer comment vous faites. Vous n'allez pas m'expliquer comment initier un mouvement, comment contrôler un mouvement. C'est la question la plus bête du monde. Par contre, si maintenant je vous demande d'utiliser un bras robotique pour saisir ce même objet sur la table, ça va vous paraître quelque chose de beaucoup plus complexe. Ça va vous paraître quelque chose qui n'est pas naturel du tout. Parce qu'évidemment, vous allez me dire, le bras robotique, il n'appartient pas à votre propre corps. Mais ce que fait votre cerveau quand il contrôle votre bras, c'est ce que nous, on essaie de faire avec un bras robotique. Donc en fait, ce sont les deux faces de la même pièce, cette question. C'est comment contrôler quelque chose d'aussi immensément complexe qu'un bras. Et ça, c'est le cœur, la question centrale de tout un domaine qui s'appelle les interfaces cerveau-machine, qui est aussi mon domaine d'étude, et dans lequel on se pose principalement cette question du contrôle, mais dans lequel on se pose aussi une autre question, parce que vous pouvez vous dire, c'est très bien de contrôler un bras, mais vous ne faites pas que contrôler un bras. Vous touchez aussi, vous percevez, vous savez où est votre bras dans l'espace. Donc contrôler, c'est une chose, mais vous voulez aussi sentir, vous voulez aussi percevoir. Or, l'application pour les interfaces cerveau-machine, c'est d'essayer de rendre leur motricité à des personnes qui l'ont perdue, pour cause d'amputation, d'accident vasculaire cérébral, pour toutes sortes de pathologies. On va essayer de permettre à des personnes d'utiliser des neuroprothèses, de contrôler avec leur cerveau des neuroprothèses, et même de ressentir comme vous ressentiriez dans votre propre bras, de pouvoir fermer les yeux et savoir où est votre bras dans l'espace à tout instant. Donc ça, c'est le travail auquel moi j'ai décidé de m'attaquer, avec un contexte un petit peu particulier, parce que les cerveaux que je vais utiliser, en l'occurrence, sont des cerveaux de souris. Parce que les techniques que je vais utiliser sont hélas pas encore applicables chez l'homme. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de donner le contrôle d'un bras, un bras humanoïde, pas un bras de souris, à une souris, en acquérant l'activité d'un certain nombre de neurones dans une partie motrice de son cerveau, ce qui existe déjà plus ou moins en réalité. Mais la partie vraiment intéressante, c'est que je vais essayer de lui créer une sensation artificielle à l'intérieur de ce bras. Je vais essayer de créer un sens qui n'existe pas chez la souris. Je vais essayer de faire sentir à une souris un bras humain. Et pour faire ça, je vais utiliser une technique un petit peu complexe qui s'appelle l'optogénétique, qui va, pour le mettre simplement, juste me permettre d'injecter de l'information dans son cerveau, dans une zone qui est déjà une zone destinée à la perception sensorielle, mais qui perçoit un sens qui n'a rien à voir, qui ne perçoit pas un sens lié à un bras, puisque la souris n'en a pas. Mais je vais essayer de créer un sens, je vais essayer d'apprendre à la souris à sentir que le bras est dans telle position, tout en simultanément contrôlant elle-même la position du bras. Et donc c'est tout un défi qui consiste à essayer de créer cette boucle qui existe naturellement chez l'être humain, qui est une boucle sensorimotrice. Donc la génération d'une commande motrice et la perception d'une sensation. Donc j'essaie de créer une boucle sensorimotrice artificielle qui permettra, j'espère dans l'avenir, à des personnes handicapées de recouvrer leur mobilité. Je vous remercie. Tu as parlé de repérage de l'action du bras, non seulement les sensations, mais aussi le placement dans l'espace. Je pense que ça connaît ça. Il y a certains travaux avec des neuroprothèses qui sont sensibles à la pression, la rugosité, mais comment tu fais pour le positionnement dans l'espace et le coder l'information soit comprise par le cerveau? C'est une question qui est extrêmement intéressante au sens où effectivement les principales avancées sont dans le toucher, actuellement dans le domaine des neuroprothèses, qui nous paraît évident, parce que c'est essentiel pour nous de toucher, de percevoir. Mais on a un autre sens qui s'appelle la proprioception, qui a un sens caché, un sixième sens, qui nous permet de situer notre corps dans l'espace. Et pour faire ça, ce qu'on pense exister dans le système nerveux humain, ce qui n'est pas sûr, parce qu'en réalité c'est tout un domaine de recherche qui n'est pas encore extrêmement explicite, c'est qu'en réalité on a certaines parties du cerveau qui, comme elles répondent aux stimulations tactiles, vont être sensibles à certains paramètres de ton corps dans l'espace. Donc ça peut être l'inclinaison de ton épaule, par exemple. Donc tu vas avoir certains capteurs dans ton épaule qui vont dire si tu subis une force, si tu fais subir un mouvement. Tu peux avoir des capteurs dans certains ligaments qui vont te dire s'il y a une tension, si ton muscle est étiré ou non. Et toutes ces informations-là, en fait, vont te permettre de reconstituer le modèle de ton corps dans l'espace indépendamment de ta vue. Tu n'as pas besoin de voir pour savoir où tu te situes dans l'espace. Et donc, c'est ce que nous on essaie de créer, donc de la même manière que les personnes simulent le tact, en essayant de donner donc une information qui est directement corrélée à ces informations-là. Donc la position, l'angle dans l'espace, toute une variété d'informations pour lesquelles en fait on va expérimenter pour essayer de savoir lesquelles sont les plus pertinentes pour, en l'occurrence l'animal, mais j'espère dans le futur l'humain. Quand vous branchez le bras robotique sur le cerveau de la souris, qu'est-ce que vous observez comme mouvement de contrôle?
Alors, en l'occurrence, pour l'instant, on n'est pas allé jusqu'au contrôle d'un bras complet, parce que c'est beaucoup de degrés de liberté, donc beaucoup d'articulation. Pour l'instant, on a contrôlé qu'avec un seul degré de liberté. Ce qui se passe, c'est qu'au début, en réalité, l'activité est complètement aléatoire, c'est-à-dire que l'animal ne sait pas contrôler la prothèse. Mais par apprentissage, alors en l'occurrence chez les souris par renforcement, on voit qu'en fait, au fur et à mesure, elles comprennent qu'une certaine activité au niveau du cerveau leur permet d'obtenir une récompense, en l'occurrence, et donc du coup elles vont reproduire de manière stéréotypée cette activité cérébrale de sorte à obtenir le mouvement de la prothèse et la récompense qui va avec. L'objectif sur le long terme, c'est de créer quelque chose qui aille au-delà du stéréotype, c'est-à-dire que la souris soit capable, justement en utilisant ce sens qu'on va essayer de simuler, de s'adapter à une situation mouvante. Comme vous, si je vous lance une balle, vous allez être capable de l'attraper. Actuellement, nos souris ne sont hélas pas capables de jouer au tennis. Mais j'ai bon espoir que dans le futur, ce soit quelque chose qui puisse arriver. Très bien. Il me semblait avoir vu une question par ici. Ok, fantastique. C'est une excellente question. C'est pas que les résultats sont pas transposables à l'humain de manière générale, c'est que les exactes techniques que nous utilisons ne sont en l'état actuel pas utilisables chez l'humain, parce que ce sont des techniques très récentes et assez invasives. En réalité, il y a des personnes qui font des protocoles assez invasifs chez l'être humain, dans des cas de personnes atteintes de pathologies extrêmement graves et qui, du coup, pour lesquelles on peut justifier d'avoir des protocoles invasifs pour essayer de leur donner du confort de vie. Donc en fait, ces techniques, c'est pas que c'est pas applicable en soi, c'est juste qu'elles sont dangereuses, elles sont expérimentales par définition, et que donc, en l'état actuel, ce serait impossible de l'appliquer chez l'humain parce que le gain qu'en retirait une personne humaine est très inférieur au risque qu'on lui ferait prendre en utilisant ce type de protocole. Mais j'ai bon espoir que dans le futur, ce soit des protocoles qui soient applicables chez l'humain. C'est juste qu'en l'état actuel, la technologie est trop neuve et tout le domaine d'études est trop neuf pour qu'on puisse prendre le risque de l'appliquer chez l'être humain de manière directe. Alors, oui, c'est ma conviction personnelle. À ma connaissance, ça n'a pas été fait, mais c'est en réalité ce que j'essaie de faire, puisque j'essaie de donner le contrôle d'un bras humain à un rongeur. Donc quelque chose qui n'existe pas dans sa perception du corps, qui même en termes de taille est presque inimaginable, puisque le bras fait quasiment 1,50 m de long et la souris fait 20 grammes et 10 cm. Donc on est déjà en fait dans la création du contrôle et de la perception de quelque chose qui n'existe absolument pas dans le corps normal. Alors l'application pour l'instant est certes pas dans l'augmentation de l'être humain, donc on va essayer plutôt de remplacer ce qui existait déjà. Donc on va vers des prothèses qui sont des prothèses humanoïdes, mais je pense que dans un futur plus ou moins lointain, on serait parfaitement capable avec ce type d'application de contrôler des choses qui ne sont pas directement liées à notre corps. Et c'est ce que font certaines personnes qui font de l'interface cerveau-ordinateur dans ce cas, et qui contrôlent des programmes qui permettent à des gens d'épeler, des personnes paralysées, d'épeler en utilisant un ordinateur, ce qui dans ce cas-là n'a aucune réalité corporelle pour eux. Donc oui. Ça vient. Oui. Pourquoi vous préférez faire contrôler un bras humain plutôt qu'un bras à taille de souris ? Précisément pour ces raisons-là, en fait. Parce que l'intérêt de notre méthode, quelque chose que j'ai hélas pas vraiment pu détailler, c'est l'apprentissage du contrôle d'une neuroprothèse. C'est-à-dire que ce qu'on espère, c'est que l'animal soit capable, l'animal et dans le futur l'humain, soit capable justement d'apprendre à contrôler une prothèse indépendamment du fait qu'elle ressemble ou non à son propre corps. Parce que l'objectif, c'est de démontrer là l'apprentissage, et cet apprentissage, s'il est facilité par le fait que ce soit notre propre corps, on peut se poser la question, une personne qui n'a jamais eu de bras, par exemple, est-ce que n'ayant jamais eu de corps, ce serait pas très difficile pour elle d'apprendre à en contrôler un avec un protocole qui n'a été testé que dans le cadre de quelque chose qui appartient au corps original, alors que là, on est dans une idée de pouvoir utiliser n'importe quelle forme de membre de la manière la plus adaptée qui soit, donc sans être contraint par ce qui existe dans le corps. Et effectivement, l'idée ultime, c'est de pouvoir contrôler peut-être des choses qui sont très différentes du corps humain dans des applications très diverses comme l'exploration en milieu hostile, l'exploration spatiale, pourquoi pas, j'espère un jour. Donc voilà, c'est cette idée-là de l'apprentissage du contrôle indépendamment de l'existence dans le corps. J'ai deux questions. Déjà, quand vous parlez de perception et de toucher, est-ce que vous parlez de la même chose? Est-ce que quand vous mesurez la perception, c'est vous touchez? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez des outils pour évaluer et mesurer cette perception
au-delà juste d'une... Alors, en l'occurrence, la perception que nous essayons de générer, ce n'est pas du toucher. C'est vraiment de la proprioception. Donc c'est complètement différent, puisque l'objectif n'est pas que la souris perçoive si le bras rentre en contact avec un élément, mais qu'elle puisse, sans utiliser sa vue, situer la position du bras dans l'espace, être capable de définir une trajectoire sans avoir besoin de regarder où est le bras. Donc ce qu'on essaye de simuler, c'est pas le toucher. Et en l'occurrence, notre retour sur ce qu'on essaye de simuler, c'est le comportement de la souris. Donc non, on n'a pas vraiment de retour direct sur comment la souris perçoit ça, parce que c'est hélas très difficile de demander à nos souris comment elles se sentent. Mais par contre, on voit, en fait, nos tâches sont créées de sorte à ce que la souris soit obligée d'utiliser cette perception pour la réussir. Et si la souris échoue de manière trop répétée, ça nous indique très clairement que notre retour sensoriel il est mauvais. Par contre, on fait aussi du tactile, alors ça c'est toute une autre histoire, et là on a des outils plus précis pour mesurer la perception de la souris, mais je pense que j'aurai pas vraiment le temps de le développer ici, mais on peut en discuter un peu plus tard si ça vous intéresse. Ah pardon. Alors elles en sont où? C'est-à-dire alors, les résultats aujourd'hui sont hélas encore très préliminaires, c'est un travail qui est assez récent. Donc on a ce résultat-là de la capacité du contrôle, ça c'est quelque chose qui marche bien. On a testé aussi la possibilité d'utiliser le retour sensoriel hors d'une tâche motrice, c'est quelque chose que j'ai fait récemment. Donc j'ai utilisé cette technique que je prévois d'utiliser pour simuler la proprioception dans le cadre d'une tâche où elle devait exploiter cette information, mais sans la partie contrôle, qui est une tâche très lourde et très compliquée à apprendre pour la souris, donc une tâche beaucoup plus simple, mais dans laquelle elle avait besoin d'utiliser ce retour sensoriel. Et ça fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire que les souris sont vraiment capables d'utiliser un sens qui n'existe pas vraiment à l'origine dans leur cerveau et de l'utiliser de manière pertinente dans un cadre comportemental. Le couplage des deux, c'est encore en route, mais j'ai bon espoir que ça se passe bien. Merci beaucoup.